Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, nous allons voir la suite, la troisième partie de l'histoire intitulée Le murmure venant du puits. Installez-vous confortablement et on va commencer. Le lendemain matin, Esa se réveilla plus tôt que d'habitude. Mais sa petite fille, qui dormait toujours près d'elle, n'était pas dans son lit. Paniquée, Esa se leva rapidement, descendit les escaliers, jeta un coup d'œil rapide dans le salon, puis sortit. Elle trouva sa fille tout près du puits, tenant quelque chose dans les mains. D'abord, elle fut soulagée de l'avoir retrouvée, mais quand elle vit ce que sa fille tenait dans les mains, elle eut un frisson. C'était un os. Ayant toujours vécu dans un milieu rural, elle savait très bien que ce n'était pas un os d'animal. Il était beaucoup trop long. Elle courut vers elle, lui enleva l'os et la prit dans ses bras. « Où est-ce que tu as trouvé ça, ma fille ?» Mais sa fille ne répondit pas. Esa regarda le puits. Elle y vit une corde qui pendouillait. Cette corde n'y était pas quand ils étaient venus. Ah, probablement un coup des garçons. Ils m'entendront. Mais Esa restait perplexe. Si les garçons avaient trouvé l'os, ils l'auraient emporté avec eux certainement, pour jouer avec. Mais là, l'os était entre les mains de sa petite fille, qui était certainement incapable de descendre dans un puits. Bon, écoute ma fille, ne t'approche plus de ce puits. D'accord, ma chérie? La petite fille acquiesça d'un geste de la tête. Cet incident ne laissa pas Esa indifférente. Non seulement elle s'inquiétait pour sa petite fille, mais en plus, la découverte d'un os humain devait systématiquement être rapportée à la police. C'était la loi et c'était la logique. De plus, les personnes qui habitaient cette maison avaient disparu. Il y avait peut-être là matière... Bon, j'aviserai plus tard, se dit-elle. Dans la journée, chez Madame Durand, en faisant la poussière dans le salon, Esa eut l'idée de demander à sa patronne. « Puis-je vous poser une question, madame ?»« Oui, bien sûr, Esa. Combien de personnes habitaient la maison où j'habite actuellement? Je veux dire les personnes qui ont disparu. » « Attends, je vais voir. Je pense qu'il y avait le vieux couple. Ils avaient 3 ou 4 garçons, des adolescents. Oui, c'est ça. 3 ou 4 adolescents. »« Merci, madame. Pourquoi t'intéresses-tu à cette famille? Y a-t-il eu quelque chose ?» demanda Madame Durand avec une curiosité difficilement dissimulable. « Non, madame, c'est par rapport à l'espace. Je trouve que la maison est très grande et je me demandais combien ils étaient, c'est tout. »« Ah, je comprends. Je suis contente que tu aies trouvé un toit pour ta famille. »« Merci, madame. » Esa pensa avec honte qu'elle avait encore le temps de réfléchir avant d'aller voir la police. Après tout, ces personnes avaient disparu depuis si longtemps et personne n'avait l'air de particulièrement les chercher. « Je verrai plus tard, » se dit-elle. Ce soir à la maison, tout se passa bien. Mais avant de dormir, elle décida d'attacher la main de sa fille à la sienne. Comme ça, elle ne pourrait pas aller dehors sans qu'elle ne soit au courant. Mais au milieu de la nuit, elle fut réveillée par les mouvements de sa fille qui essayait de se détacher. Esa hésita un moment, puis elle détacha sa fille, avec l'idée de la suivre. La petite fille sortit de la chambre, descendit les escaliers, sortit de la maison, traversa le jardin et elle stoppa directement devant le puits. Et là, à la grande stupéfaction d'Esa, elle parla. « Et ils sont là. Sont là. »« Quoi? Que veux-tu dire ?» Sa fille se bornait à redire « sont là ». Mais cette fois, elle fit un geste. Esa, qui avait le don de comprendre sa fille, détourna la tête. « Ma fille, nous ne pouvons pas faire ça. Ce n'est pas à nous de faire ça. Mais je te promets, je trouverai une solution. Allez, viens. » Elle prit sa fille dans ses bras et la fit remonter dans leur chambre. Esa, cette nuit, ne dormit pas. Le lendemain, chez Madame Durand, elle reposa encore une question. « Madame, savez-vous pourquoi les gens pensent que les langues ont été tuées? » « Oh, parce que personne ne les avait vues partir ou préparer un déménagement. La seule preuve était le témoignage d'un policier, un officier de police. Et tu sais, Esa, la police, parfois... » Esa se tut. Donc, il n'y a aucune preuve. Alors, c'est bien malgré elle qu'Esa partit voir la police, juste après son service, chez Madame Durand, pour signaler la trouvaille de sa petite fille. Elle fut accueillie par un officier désagréable, du nom de Sylvain. Elle lui dit brièvement qu'elle avait passé quelques nuits dans la maison des langues. L'officier Sylvain la regarda bizarrement,
puis lui posa une question avec une voix hautaine flanquée d'un petit défaut de langue. Vous habitez donc dans cette maison? Oui. L'officier de police parla d'une voix encore plus désagréable. Oh, je sais très bien. Vous, les indigènes, vous êtes sauvages. Vous squattez tout ce qui est vide. Esa l'interrompit. Je veux voir l'inspecteur en chef. Mais l'officier Sylvain lui rit au nez et lui dit d'un air sarcastique. Vous croyez qu'il va vous recevoir? Vous? Au même moment, l'inspecteur en chef entra par hasard et Esa saisit l'occasion. Monsieur, j'ai trouvé un corps dans ma maison. Esa savait qu'elle allait faire mouche avec cette phrase. L'inspecteur en chef s'assit et lui demanda plus de détails. L'inspecteur en chef, M. Lanvin, avait l'air un peu sévère, mais il inspirait confiance, ce qui mit Esa très à l'aise pour lui parler de sa situation le plus honnêtement possible. Alors, vous avez trouvé un os dans le puits? Oui, en fait, ce sont mes garçons. Ils ont attaché une corde avec un hameçon dans le puits, et j'imagine que c'est comme ça qu'ils ont extirpé cet os. Esa préféra cette version à celle qu'elle avait réellement vécue avec sa petite fille. Monsieur Lanvin lui répondit. D'accord, madame. Croyez-moi, on va prendre ça très au sérieux. Merci, inspecteur. Ayant pris le chemin du retour vers sa maison, Esa évaluait sa situation. Son geste, aussi honorable qu'il fût, allait compromettre sa nouvelle installation, car la police allait faire des fouilles, et cela ne tarderait pas à arriver aux oreilles de M. Roulier. Et ce dernier avait beaucoup d'influence sur la police, ce qui compliquait sérieusement la situation. À la maison, et après dîner, Esa se reposa un peu dans le jardin accompagnée de ses 2 filles aînées. Elle ne leur parla pas de la police. Elle voulait qu'elles profitent au maximum de cette maison. Mais alors qu'elles discutaient de tout et de rien, les 3 femmes entendirent des murmures venant de la direction du puits, les mêmes sons qu'elles avaient entendus la première fois. Mais cette fois-ci, ils semblaient plus clairs. C'étaient des murmures plaintifs et assez effrayants. « Allons dormir, » ordonna Esa. Et les filles ne se firent pas prier. Le lendemain matin, Esa fut surprise de recevoir la visite de l'inspecteur Lanvin avec une petite équipe. Ils étaient bien décidés à fouiller le puits. Après avoir attaché une corde bien solide, un des agents de police s'introduisit dans le puits. Et après plusieurs minutes, il en ressortit, un crâne humain à la main. Esa et ses filles aînées portèrent leurs mains à leur bouche. Les garçons étaient surexcités, mais la Benjamine fixait le puits sans aucune expression. Après que l'agent eut expliqué la situation à l'inspecteur Lanvin, ce dernier ordonna. « Appelez le médecin légiste. Apparemment, il y a plusieurs corps dans le puits. » Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute et on se retrouve bientôt pour la suite. Au revoir et merci.